Chers amis, bonsoir. Donc, je suppose que vous me connaissez. Je m'appelle Hicham Dlimi, neveu du général Ahmed Dlimi, qui a révélé les vraies circonstances de la mort du général dans des conditions suspectes le mardi 25 janvier 1983 aux alentours de 18h30. Donc voilà, j'avais fait d'abord, d'une part, j'avais procédé à ces révélations-là via le magazine francophone qui d'ailleurs a dû mettre la clé sur le paillasson. Donc voilà, j'ai révélé les circonstances de la mort de mon oncle à travers le magazine hebdomadaire francophone actuel. D'ailleurs, il avait à peine un an d'existence, donc voilà. Si vous voulez bien que je vous le montre. Voilà, que actuel, et puis qu'en bas, il y a marqué exclusive, son neveu raconte. La vérité sur la mort de Dlimi. Donc c'était fin décembre 2010. Et puis, pourquoi j'ai décidé de procéder à de telles révélations, sachant que la mort du général ayant entouré les conditions de sa mort et les questions. D'ailleurs, c'est un registre que la mort du général a été classée au tiroir des questions sans réponse par les autorités du pays. Et qui dit qu'à l'époque, ces autorités-là, dit d'abord en premier lieu, c'était par Driss Bosri, qui fut d'ailleurs, c'était avant qu'il soit ministre de l'Intérieur tout puissant. Avant, c'était l'homme à tout faire du futur général Dlimi. Donc voilà. Donc là, bon, la question qui se pose, bon, on va pas refaire le parcours du général. Et aussi pour vous dire que après mes révélations dans l'hebdomadaire actuel, ça provoquait, paraît-il, puisque je suis en région parisienne, paraît-il qu'il y a eu, comment dirais-je, un effet boule de neige. Donc par la suite, un hebdomadaire arabophone qui se nomme Ayam, qui m'avait contacté, et on a fait des révélations aussi. Donc voici. C'était un ou 2 mois plus tard. Et par la suite, il y a eu une cascade des journaux. Voilà, encore là. Ici, c'est récemment, il y a moins d'un an. Et actuel, best of 2011. Donc voilà. On y arrive. Donc voilà, c'est un best-of de l'année 2011. Bien. Donc pour revenir, donc là, cher ami, c'est ma première vidéo. Donc je ne vous cache pas qu'il y en aura d'autres que par la suite, puisque je suis quand même un connaisseur des questions qui fâchent. C'est-à-dire d'abord, le raid de Hassan II, d'abord de l'affaire Ben Barka. La plupart des protagonistes, certains qui sont morts, mais il y en a encore qui sont toujours vivants. Comme par exemple, j'éviterai de citer quelques noms, mais vu que mon père, Allah yarhamou, que Dieu l'entoure de sa sainte
miséricorde, il est décédé le 2 décembre 2015. Et il a grandi, il a passé son enfance, il a passé plus de 15 ans au domicile du général, c'est-à-dire son frère aîné. Et c'était plus qu'un frère, c'était un père. Donc, le fait qu'il a grandi au domicile de son frère, donc il était au cœur des événements de ces années de plan, comme certains disent. Mon père était gouverneur, enfin, il était secrétaire général de la province de Kénitra, mais avant qu'il soit démis de ses fonctions par Driss Bosri, il avait reçu sa notification en tant que gouverneur de Tanger. C'était vers le mois de février 1983. Donc, que par la suite, je ne vais pas parler de mon père maintenant, mais on y reviendra plus tard. Pourquoi le général Glimi a été tué? A été tué parce que c'était l'homme qui gérait tout le système. Parce que c'était l'homme qui coiffait tout. Parce que c'était l'homme et surtout le fondateur des services de renseignement marocains, tels que la JET, la DST et j'en passe. Parce que c'était un homme du terrain. Parce que c'était un homme, un fidèle serviteur du roi Hassan II. Parce que c'était un homme de conviction. Parce que c'était un homme des ordres. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu du sang que sur les mains, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait au nom du roi Hassan II. Mais jamais, ça ne veut pas dire que je suis que son neveu, que je le blanchis de tous ses crimes. Non. Mais jamais le général Glimi ne s'est attaqué à une personne gratuitement. Gratuitement. En sa qualité du chef de la sécurité de l'État marocain, c'était son devoir de mettre hors d'état de nuire les éléments subversifs qui menaçaient la personne de Sa Majesté Hassan II. Ni plus, ni moins. J'ai récolté des témoignages des opposants notoires du règne précédent, tel Mohamed Djouri, juste avant sa mort, il voulait me voir. Mohamed Djouri, je lui posais la question, est-ce que Glimi il vous a torturé? Est-ce que Glimi il t'a dit? Il m'a dit non, jamais. La seule personne qui m'a fait du mal, c'était le général Oufkir. Glimi, lorsque j'ai eu mon entretien avec lui dans son bureau, il m'a parlé d'une manière courtoise. Et ensuite, il m'a remis aux mains du général Oufkir. Et à ce moment-là, il a dit ça fait un chiliqué. Je maîtrise mal l'arabe, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Parce que ça fait plus de 30 ans que je réside ici en France, et je descends au Maroc régulièrement depuis une quinzaine d'années. Donc voilà. Un an, en 1987, lorsque mon père a été démis de ses fonctions en 1983, et on n'avait plus rien. De toute façon, mon père, ça n'a jamais été un homme d'argent. C'était un homme de principe. Ça n'a rien à voir.
Et lorsqu'il a vu que voilà, que le pouvoir s'est retourné contre lui et tout ça, bon, il a décidé, il a pris une décision, une décision difficile à prendre, c'est de mettre sa famille, ses enfants, sa progéniture à l'extérieur du Maroc. J'avais 12 ans et demi à cette époque-là. Donc, je me suis retrouvé sur le sol français au 1er janvier 1987 avec mon frère, mes sœurs et ma mère. Quelques jours plus tard, nous avons bénéficié du statut de réfugié politique octroyé par la République française. Quelques années plus tard, j'ai pas pu remettre les pieds au Maroc parce que j'ai bénéficié du statut de réfugié politique. J'ai refusé de prendre la nationalité française malgré que je considère ce pays-là, c'est mon pays d'accueil, c'est ma patrie, la France avec un grand F, parce que c'est une grande dame. Mais je ne bénéficie pas de la nationalité française pour une question de principe. Je suis marocain, je n'ai pas besoin d'un autre drapeau. Ce n'est pas parce que j'ai un passeport rouge que ça fait de moi un Pierre-Paul Jacques. Non, je suis Hicham Dlimi avec un H majuscule et un D majuscule. Marocain, citoyen marocain, et fier de l'être. Malgré qu'au Maroc, des éléments et tout ça, mais je ne parle pas. Il y en a des traites, mais on reviendra, on ne fait que là-dessus. Bon, pour revenir à la mort du général, il a suscité de la jalousie, de la haine, parce qu'il avait tout entre ses mains, parce que tout lui réussissait. Tout lui réussissait, c'était un homme d'affaires accompli, il ne dépouillait pas les gens, il était correct avec les gens, il était modeste avec les gens et avec lui-même. C'était pas mieux ce qui se l'a raconté. Et les anciens, ils peuvent témoigner. La jeune génération actuelle, ils ne connaissent pas l'histoire. Donc voilà. Il y en a qui disent « Oh, c'était un homme d'argent, il s'est approprié le Maroc entièrement et tout ça, et même au-delà des frontières marocaines. » C'est possible. C'est possible. Mais comme il le disait, c'était le prix à payer de ses sacrifices vis-à-vis du trône. C'est le prix à payer. Eh oui, c'est le prix à payer. Donc voilà. À travers cet enregistrement-là, je voudrais revenir sur l'assassinat du général. D'abord, est-ce que vous pensez que réellement que le général Dlimi projetait un coup d'État? Sincèrement. Hein? Non. Non. Du tout. Du tout. Pour la simple raison, c'est qu'il avait tout le pouvoir entre les mains. Il détenait le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir. Al-Sandou n'avait qu'une coquille vide, il n'avait rien. Mais, en l'occurrence, que Dlimi,